Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage du mois de novembre. Aujourd'hui, un petit couteau et un gros bouquin. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est un petit couteau de la marque Case. Case, une marque américaine qui est un peu une marque emblématique aux États-Unis puisque sa création remonte en 1889. Ils ont fabriqué la baïonnette M3 pour les soldats américains qui sont venus en France en 1917. Et donc, c'est vraiment une entreprise qui a grandi avec les États-Unis. Donc, c'est des couteaux très classiques qui, un peu à l'instar d'Opinel ou de Lyell, font un petit peu l'objet de des couteaux presque qui marquent que tout gamin américain possède un petit peu. Donc ce modèle, c'est un petit couteau, vraiment très simple, avec un matériel vraiment très ordinaire, mais comme souvent pour les marques américaines, la marque fait l'essentiel du coût et il coûte relativement cher. On en reparlera un peu à la fin. Donc vous trouvez un petit badge, voilà, avec le club des collectionneurs. Vous trouvez un petit Project Quality Information, donc pour l'assurance, vous voyez, c'est fermé. Et donc un petit papier craft là pour voilà l'objet. Donc c'est un couteau extrêmement simple, comme je l'ai dit, un couteau ouverture à deux mains. Vous trouvez l'onglier ici, l'onglier, c'est-à-dire qu'on place l'ongle ici, mais voilà, on ouvre à deux mains. C'est une ouverture relativement simple, on va dire. Donc c'est du drop point classique là aussi. Et là où je vous disais que c'était un cran forcé, donc pour la fermeture, pareil, vous prenez les deux mains. Alors là, je me suis vraiment mal placé. Et puis vous, en maintenant la lame pour pas abîmer le bousin. Donc, ce qui constitue ce petit couteau très sympathique, c'est du bois. Voilà, du bois de serre, traité, colorisé, on va dire. Et un acier qui est très ordinaire puisque c'est ce qu'on appelle de l'acier chirurgical, du stainless steel, de l'acier inoxydable de base ou de l'acier 440 vraiment basique. Et pourtant, ce couteau, très simple, avec pareil du bois de serre aux États-Unis, et puis pas qu'aux États-Unis, les bois de serre ça se trouve en forêt, par terre, il n'y a pas besoin de tuer des cerfs. Ils perdent leur bois très régulièrement, et donc c'est vraiment pas, c'est un peu comme en France, pour un Opinel, dire que waouh, j'ai un manche avec de la corne de vache. Ouais, des cornes de vache, par exemple dans l'Aveyron, il y a presque plus de vaches que d'habitants, donc c'est pas quelque chose qui coûte cher. Pourtant, ce couteau il coûte 79 €. Et je trouve que c'est beaucoup, mais on paye la marque. La marque est ancienne, la marque est réputée. J'ai oublié de préciser que le travail était très qualitatif. Quand vous touchez ici, rien ne déborde. Vous voyez, il y a des petits intercalaires là pour bien amortir quand on serre, voilà, pour pas que ça s'abîme. Il n'y a rien qui dépasse, tout est nickel. Pour un couteau fait aux États-Unis, c'est vraiment très qualitatif. Et c'est ce qu'il faut remarquer. Mais moi, par rapport aux matériaux qui rentrent dans la fabrication, je trouve ça un poil cher. Mais en tout cas, il est très joli, il est très classique, c'est vraiment un couteau ultra classique. Ouverture à deux mains, fermeture, c'est du cran forcé, donc voilà, ça se ferme aussi à deux mains. Il a une lame drop point qui est vraiment ultra classique. C'est un beau petit objet, c'est un beau couteau qu'on peut avoir dans la poche, comme un Opinel. C'est vraiment, entre guillemets, le couteau régional, le couteau, voilà, un couteau que possèdent beaucoup d'Américains parce que, comme je vous l'ai dit, Case, c'est une marque qui est vraiment très répandue, très connue et qui a accompagné l'histoire des États-Unis. Voilà, donc un petit achat sympa.
Mais pour le prix, moi je vous conseille de vous acheter 2 Opinel, c'est aussi bien. Et en plus, ils ont une virole qui permet de sécuriser pour les modèles les plus importants. Mais autrement, voilà, si vous êtes collectionneur, vous avez quand même. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois, il est teint dans différentes matières. Donc moi j'en ai pris un, je visais un orange, un peu orangé, sauf que comme partout, à force d'attendre, il a été vendu et je me suis fait avoir. Donc un bon petit couteau, un peu cher, mais de conception classique, même très classique, mais très bien fait, très qualitatif. La deuxième chose, je vous avais parlé d'un livre. Alors, comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui concerne les blindés. Moi, mon arme de prédilection, entre guillemets, c'est plutôt l'armée de terre. Et en fait, j'ai découvert tout ce qui concerne la marine quand World of Warship est sorti. Et là, j'ai acheté pas mal de bouquins et je viens d'acquérir, on va dire, la dernière pierre à mon édifice. Attention, le bousin pèse 1 tonne. Donc, c'est les French Warship in the Age of Steam, 1859-1914. Design, Construction, Career and Fates. Donc, les navires de guerre français durant l'âge de... Alors, steam, c'est la vapeur. Pendant l'âge de la vapeur, de 1859 à 1914, design, construction, la carrière et leur destin. Donc, c'est vraiment... Alors, ça pèse 1 tonne. Hein. Voilà. Donc, vous avez des parties un petit peu explicatives des constructions, des technologies. Hop, voilà, c'est franchement pas, on va dire, une lecture. Et puis après, vous avez vraiment tout, voilà, les batteries. C'est quelque chose, c'est une lecture, on va dire, extrêmement aride. Hein. C'est pas du fun. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle une Bible, un ouvrage de référence. Et ce qu'il faut reconnaître aux Britanniques, aux Anglais, c'est que eux n'ont pas honte de leur histoire, et même ils n'ont pas honte. Je dois dire que ce genre d'ouvrage, c'est vraiment en France, c'est soit vraiment des librairies spécialisées dans le domaine de la marine, mais c'est souvent sur un navire, tel ou tel navire. Retrouver des ouvrages comme ça, j'en ai jamais trouvé en français. Par exemple, vous avez Osprey, je vous en parle assez souvent. Osprey, il a des centaines de bouquins sur toutes les batailles du monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. Voilà, il y a des comptes rendus, de l'histoire de toutes les troupes militaires de partout dans le monde. Mais en France, on ne trouve pas ça. C'est vraiment, on a un peu honte de notre histoire, entre guillemets. On a un peu honte du matériel qu'on a fabriqué, alors que justement, le premier navire, entre guillemets, blindé à marcher à la vapeur, c'est un architecte marin français qui l'avait construit. Et moi, je trouve ça plutôt sympathique que les Anglais, qui ont été nos vrais ennemis héréditaires, puisque notre opposition date quand même de la guerre de 100 ans, et elle s'est poursuivie pendant les guerres d'indépendance des États-Unis, elle s'est poursuivie en Inde avec les guerres qu'il y a eu pour les possessions en Inde. En fait, c'est quand même eux qui, d'une certaine manière, rendent hommage à ce qui fut un de leurs adversaires, donc à la France. Et souvent, les commentaires sont plutôt flatteurs pour les Français en disant qu'ils faisaient de très bons navires. Et de la part d'un pays qui a été, on va dire, le roi des mers pendant de nombreux siècles, c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est un ouvrage qui vient finaliser, on va dire, j'ai aujourd'hui l'ensemble des ouvrages de cette collection qui remontent vraiment au début, on va dire, de la marine française, hein, puisque ça remonte à Colbert et avant Colbert Richelieu, qui donc dans les années 1700, j'ai tous les navires de 1700 à 1945, 1950. Après, j'ai des ouvrages un peu dont j'avais parlé un peu plus précisément sur les cuirassés, tout ça.
Mais toute cette période, désormais, je l'ai. Donc j'ai vraiment une source référencée assez unique. Hein, voilà. Donc clairement, cet ouvrage, je ne vais pas conseiller l'achat. Pareil, c'est un truc qui coûte cher, hein, c'est plus de 50 euros. C'est des bouquins qui sont d'une aridité pour la lecture qui est assez affolante. Hein. C'est pas du tout glamour. Au niveau des photos, c'est du noir et blanc. Les diagrammes, c'est du noir et blanc. Les textes, c'est du texte vraiment très factuel. On vous dit à quelle date il a été mis en chantier, à quelle date il a été mis à l'eau, à quelle date il a été déclaré opérationnel, l'équipement, l'équipage, le type de chaudière. Mais pour moi qui joue dans des jeux, par exemple Dreadnought, là, le jeu sur PC, où il te parle de 50 types de chaudières différentes, bah là tu as les références des chaudières. Et donc quand il te dit c'est telle chaudière, quand tu vas dans le jeu, tu peux vraiment t'approcher du type de chaudière parce que tu vas savoir le nombre de chevaux que ça développe. Enfin bref, c'est quelque chose d'extrêmement ardu, extrêmement confus même, hein, parce que c'est pas d'une lecture aisée, mais passionnant à partir du moment où on s'intéresse un peu au domaine de la marine et spécifiquement de la marine française. Et là encore, je remercierai nos amis anglais quand même, parce que puis je les aime bien les anglais, c'est des gens, j'aime bien leur côté, je suis un grand fan des Monty Python. Non mais voilà, parce que je veux dire, les anglais c'est quand même un pays où on a un grand respect de l'histoire, de son passé, et où le passé n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, voilà, oh, cacher ce sein que je ne saurais voir, ben là c'est un peu pareil, oh, cacher cette histoire que je ne saurais voir, non, non, on a une histoire, elle est ce qu'elle est, et puis moi, en ce qui concerne la construction de navires, ben, j'apprends plein de choses, voilà, et c'est ça la culture, alors bon, là c'est vraiment très spécialisé, hein. Je vous dirais que pour la culture générale, rien ne vaut la lecture d'un journal quotidien. Moi, je lis Le Monde, Le Figaro. Bon, ça va déjà me classer un peu. Mais Libé de temps en temps aussi, et puis Marianne. Donc, voilà, c'est quelque chose c'est ça la culture. Et la culture, elle se trouve dans les livres. Alors, parce que jamais on trouvera ça sur un site internet. Et pour qui aime ce domaine, la marine française, au cours de toute son histoire, bah, c'est des bouquins voilà, qui vont vous apporter une réelle connaissance de cette histoire. Voilà, je voulais terminer avec ce livre, parce que c'est... Bon, je ne le conseille absolument pas, hein, sauf si vous êtes vraiment des passionnés par la marine, mais vous le connaissez peut-être déjà, ceux qui aiment ça. Et puis pour les autres, si vous voulez rentrer, effectivement, il y a toute une gamme. Vous regardez, donc c'est Stephen S. Roberts. Donc c'est Seaforth, voilà. Et regardez dans leur catalogue, regardez dans leur page internet, et vous découvrirez tous les ouvrages qui concernent la marine française. Voilà, c'était donc le déballage pour le mois de novembre. Un petit couteau très sympa, mais un peu cher compte tenu, on va dire, des matériaux qui rentrent dans sa construction. Et puis, bon, pour les amoureux de la marine, et surtout de la marine française, un ouvrage de référence qui vous plongera effectivement dans l'âge de la vapeur avec tous les navires construits, conçus, et puis toute la doctrine qu'il y a derrière, tout aussi l'économie, parce qu'on parle aussi des sommes qui étaient engagées, des sommes qui étaient engagées pour la construction, comment ça se construisait, et donc il y a tout un côté budgétaire aussi qui est assez intéressant, entre 1859 et 1914, donc la période, l'âge d'or de ce type de navire qui était en fait la fin du monde de la marine à voile et le début d'une marine moderne basée sur des moteurs qui deviendront plus tard des moteurs diesel, des moteurs à essence, voilà. Et donc c'est passionnant pour celui que ça intéresse. Voilà, c'est tous les aninches, à la prochaine, ciao ciao.